Bonjour et bienvenue dans Délices et Tralala avec cette semaine comme thème principal Collinaria. Alors, on est au fin fond de la Cambrousse, du côté d'Anvin, Éligny exactement, dans un coin magnifique, on entend les oiseaux. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'accueille Sarah. Bonjour. Qui vient me parler de Collinaria parce qu'on m'a dit Yves, tu dois défendre un concept de cuisine et on m'a rien dit d'autre. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est Collinaria ? Collinaria, c'est un festival gastronomique basé sur les produits du terroir qui met en valeur les producteurs et les chefs du pays des collines. Normalement, c'est un festival où les gens viennent déguster des entremets préparés par une dizaine de chefs. Oui, ça existait déjà avant. Oui, c'est la 6e édition. D'accord, et on allait, si je me souviens bien, on allait directement sur un site et tous les chefs étaient rassemblés. Mais cette année-ci, on n'a pas pu le faire. Covid oblige, malheureusement, le concept convivial du festival n'est pas compatible avec le protocole sanitaire. D'accord. Et donc, on a décidé quand même, pour mettre en avant nos chefs, pour mettre en avant nos producteurs, de réfléchir à une formule at home. Donc, les chefs ont réfléchi à des recettes. Nous avons tourné des tutoriels vidéo. Les recettes sont écrites et les gens vont recevoir des box de produits bruts pour réaliser eux-mêmes les recettes avec les tutoriels des chefs. D'accord, donc c'est à cause de toi qu'on m'a fait travailler cette semaine et qu'on me fait travailler cette semaine. Tout à fait. C'est bien, mais en même temps c'est une super bonne idée. Donc c'est vrai que c'est un moyen de mettre en avant des producteurs locaux parce qu'ils sont vraiment pour l'instant dans la difficulté, hein, ça c'est clair. C'est aussi le moyen de mettre des cuisiniers en avant, des chefs avec leur domaine. Mais alors la question que je me suis posée, comment vous vient l'idée d'inviter tel ou tel chef? Est-ce qu'il y a un thème général ou est-ce que c'est par affinité ou bien par qualification ou bien par région? Comment vous avez choisi vos chefs? Tous les chefs du Pays des Collines reçoivent une invitation à participer à Collinaria. Du Pays des Collines, donc c'est vraiment le Pays des Collines. Et chaque année, l'IPES participe aussi à l'événement en mettant des étudiants pour travailler avec les chefs. Cette année-ci, les étudiants ont élaboré également des recettes. Ça c'est chouette. Hein. Et chaque année, on a aussi des chefs invités qui sont des grands noms de la gastronomie belge ou wallonne. Donc, nous avons déjà eu Sangoun de Gimbre, Clément Petitjean. Et cette année-ci, nos deux chefs invités, c'est un quatre-mains, Benoît Neuzy et Olivier Clé. On a un cuisinier pur gastronomique et on a un cuisinier qui est à tendance logistique quand même, puisque son métier de traiteur, ça vous a aidé, je suppose, dans l'organisation du Collinaria de cette année, puisque tout à fait. C'est vraiment une autre gestion. C'est une logistique totalement différente. On a dû gérer de A à Z le contenant. L'objectif est quand même d'être avec le moins de déchets possible. En plus. Donc c'est vraiment une gestion et une logistique très particulière et on a vraiment eu beaucoup de chance. Tous nos chefs ont vraiment joué le jeu et nous ont aidés. C'est vraiment un travail collectif. Ça c'est très très chouette. Grâce aux tutoriels et aux recettes qui sont vraiment très détaillées, tout un chacun peut être en mesure de réaliser des recettes de chefs renommés, que ce soit Jean-Baptiste Thomas ou Milor, Benoît Neuzy ou alors Tanguy de Turc ou Maxence Bourala du quai numéro 4. C'est ouvert à tout un chacun. Je veux dire, les fines fourchettes comme les béotiens de la cuisine peuvent... Les béotiens de la cuisine, j'apprends des nouveaux mots de tous les jours moi. Écoute, je suis super content. On va essayer de mettre en avant aussi quelques producteurs. On va travailler là-dessus cette semaine. Je trouve que cette initiative est extrêmement enrichissante. Cette fois-ci, on vous offre en plus toute la boîte avec tous les ingrédients rassemblés, donc on ne doit même pas faire les courses soi-même. Et vous avez une petite vidéo où on vous explique les techniques. Ça, c'est quand même vachement intéressant. Autre chose à rajouter ? Il y aura juste le jour de Collinaria, un marché fermier accessible à tous de 9h à 15h. Et où ? Sur la place d'Elzel. Je vais terminer par autre chose. Bon appétit. Eh bien les amis, toujours dans cette belle campagne d'Anvin, exactement à Éligny, en baladant évidemment, on trouve toujours des sites bucoliques où on peut goûter de la bonne cuisine ou en tout cas trouver des bons produits. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller rencontrer Patrick Miel. Il est éleveur de canards et attention, pas n'importe lesquels et pas pour n'importe qui. Je mets mon masque, on va le retrouver. Allez, venez avec moi. Patrick! Bonjour. Tu m'attends? Oui, comment vas-tu? Bah écoute, je vais super bien. Quand on arrive chez toi, par un temps pareil, dans un endroit aussi idyllique, c'est juste exceptionnel. Explique-moi un petit peu, parce que je ne me trompe pas, tu n'es pas éleveur de canards. Ah non, pas du tout, c'est un hobby. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis expert en pollution sol, sous-sol ou souterraine.
Donc je suis dirigeant d'entreprise et j'ai 8 collaborateurs ici à la maison. Et tu as décidé un jour de faire du canard parce que tu adores le canard et que tu voulais en manger. En fait, chez mes parents, ils ont toujours élevé des poulets pour leur consommation personnelle. À l'ancienne. Donc voilà, quand on s'est marié avec mon épouse il y a 31 ans, on a élevé des poulets. Ouais. Et puis par hasard, j'ai trouvé des petits poussins de canard, des petits D'accord. canetons et qu'on a mis là avec les poules. Et puis après, en fait, on les a abattus quand ils étaient à maturité, il y en avait 4. Et on a invité Pascal Delfosse à manger. C'était un ami, oui. Comme quoi, le monde est petit. Voilà, et mon épouse lui fait un canard à l'orange. Et il a dit, c'est délicieux ces canards, où as-tu trouvé ça? J'étais un peu froissé quand même. Je lui ai dit, mais c'est mon élevage. Et il m'a répondu, il m'en faut pour mon bar à vin. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et là, j'ai pris un registre de commerce en activité complémentaire. Ouais. Et je lui ai élevé des canards et des poulets. Et toujours la même race ou bien t'avais fait comment t'as fait ton choix de race déjà? Parce que il y a des canards de Barbarie, il y a des canards. Il y a le Mullard et le Barbarie. On va dire que pour le canard de chair, on est plutôt sur le canard de Barbarie. Le canard de Barbarie. Oui. Mais bon, tu sais que moi je suis cuisinier, tu sais que c'est ce que je veux faire passer à l'écran, c'est d'aimer la cuisine. Et il se trouve que dans la région, on a un restaurant qui est juste monstrueux, c'est le Château du Milord. Absolument. Et là, je rencontre Monsieur Thomas Oui. qui me dit que ces canards viennent de chez toi. Oui. C'est une folie. Enfin, apparemment, ils viennent d'ailleurs que de chez toi. Ils viennent que de chez moi. Et Tout à fait. tu ne fais que le livrer lui. Exactement, tout à fait. Tout ça est accessible si tu en as besoin pour qu'il soit à l'aise. Voilà, donc ils changent en fonction de l'évolution de la saison, de la qualité de l'herbe. Il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret, il n'y a aucun secret. Tu prends ton temps, eux Oui. prennent le leur, pas Oui. de stress, une bonne viande. Absolument, tout à fait. On fait le tour, on regarde ensemble. On fait le tour. Tu m'expliques ok. un petit peu ce qu'ils mangent. Mais en fait, ils prennent un aliment tout à fait naturel que je prends chez Ecograin à ici près de Leuze, entre Ouais. Leuze et Perouet. Sinon, c'est de l'herbe. Ils mangent de l'herbe, exclusivement de l'herbe. Donc quand ils arrivent ici, ils ne sont pas à l'intérieur, ils Ouais. sont d'office dans des abris bas. Et Ah en ouais. fait, donc ils peuvent se mettre à l'abri lorsqu'il y a des intempéries, parce que c'est vrai que quand je produis pour le Milord, par exemple, pour le mois d'avril, les canetons arrivent ici en fin janvier, début février. Et ils arrivent, ils ont quel âge alors? En général, 4 semaines. Ils ont 4 semaines. Ils ont 4 semaines. Et tu vas les garder jusqu'à... Plus ou moins 14 semaines. Je dis plus ou moins parce que ça va dépendre de la saison. Ouais, S'il fait froid, ils doivent lutter contre le froid, donc ils vont grossir moins vite. Ouais, tu mets pas d'engrosseur, tu mets pas de... Rien, Il n'y a pas de vitamines, zéro il y a pas de- médicament, il n'y a aucun engrais sur les pelouses, il n'y a absolument rien du tout. On est vraiment sur un produit hyper noble. Et surtout, une alimentation en eau, une alimentation courante, comme tu peux voir derrière l'abreuvoir. Oui, j'ai Donc vu ils ça. ont une eau propre en permanence, qui est une eau de ville. Donc c'est même pas de l'eau de citerne pour éviter éventuellement l'une ou l'autre contamination. Et donc c'est un abreuvoir à la demande, donc ils ont de l'eau fraîche en permanence. Combien ils vont peser à la fin? En général, quand je livre à Jean-Baptiste en carcasse, ils sont entre 3 kg et 3,5 kg. C'est chez des gens comme lui qu'il faut essayer de vous renseigner pour avoir de bons produits. Alors effectivement, là, c'est un tout petit peu plus fermé puisqu'il a décidé, il travaille en exclusivité avec un restaurateur. Mais des gens comme Patrick, il y en a beaucoup. Renseignez-vous, allez chercher les bons produits comme avant, comme quand on avait nos grands-mères qui élevaient les poules et les cochons à la maison. C'est le retour aux sources qui nous rend heureux. Bon appétit les amis. Ciao, ciao. Allez, salut potes. Salut! Voilà les amis, toujours dans cette émission Délices et Tralala, dans le cadre de Culinaria, on accueille toujours chez Tanguy, dans ses cuisines, un monstre sacré de la cuisine. Je vous avoue que je suis extrêmement, impressionné. C'est un vrai cadeau qu'on me fait aujourd'hui de présenter cette recette que Monsieur Thomas du Château du Milord est venu nous présenter avec son second Louis. Monsieur Thomas, avant de se tutoyer, parce que je ne saurais pas faire autrement, je suis un grand mariole, c'est vraiment, quand j'ai dit que c'était un honneur, vous allez ici partager votre connaissance, comme vous le faites depuis plus de 40 ans, puisque vous êtes un grand pédagogue, et je tiens, au nom de tous les cuisiniers qui ont pu vous côtoyer, à vous remercier via la télé pour tout l'amour que vous avez donné aux jeunes pour la cuisine. Amis des jeunes, qui, comme moi, étaient des cancres à l'école, s'il vous plaît, allez voir des gens comme lui et vous pourrez apprendre quelque chose. Monsieur Thomas, Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire, monsieur Thomas? Eh bien voilà, donc ici aujourd'hui, donc il s'agit d'un canard de prairie. Donc ce sont des canards qui sont élevés à ma demande par monsieur Miel dans la région de Frasnes. Qu'on a vu tout à l'heure, hein, bien sûr, évidemment. Et donc il les fait à ma demande. Donc moi, quand je lui demande, j'ai besoin de 200, 250 ou 300 canards pour telle et telle période. Donc il met ça en production pour moi. On est bien d'accord, c'est presque magique comme voilà, viande. c'est ça, voilà, parce que c'est une viande et la cuisson aujourd'hui qu'on fait à basse température, c'est justement parce que c'est quand même une chair, c'est pas une volaille qui est forcée, parce que on doit et donc pour essayer d'avoir une certaine tendreté, on est obligé de la cuire à basse température. Okay. Parce que à partir du moment où vous cuisez, où vous rôtissez une volaille normalement, les chairs se contractent. Et donc ici, ce procédé ici, donc de marquer la volaille donc avec une grillade, et puis de terminer la cuisson tout doucement autour des 50 degrés. Donc on peut faire ça sous vide. Ici, pour une ménagère, on a prévu de faire ça emballé sous vide dans un four. Ou un ménager, parce que les hommes doivent cuisiner, les gars. Faut pas l'oublier, attention. Voilà, et donc ça permet d'avoir, donc à 50, 60 degrés, il y a le sang va commencer à se coaguler, et donc il y aura une cuisson qui va se faire dans la volaille, mais sans que les chairs se contractent, et donc on garde la tendreté du canard. Voilà les amis, donc là, il n'y a pas de secret, on vient d'avoir une bonne grande explication, on va vous montrer ça en direct avec Louis qui va cuisiner à notre place, parce que ça tombe bien, un second, c'est ça aussi, passer le flambeau à quelqu'un, c'est laisser son second cuisiner, et ça, chef, on vous remercie, ça fait toujours plaisir. On va vous expliquer la cuisson basse température, parce que vous allez voir que le chef a une technique bien spécifique d'emballage de viande. On prépare tout, on vous le montre et on vous explique après. A tout de suite. Voilà les amis, donc là, on a grillé le canard. J'ai vu que tu lui avais demandé de retourner le canard sur les champs pour griller les champs. C'est quoi la raison? Oui, ben c'est-à-dire qu'on doit absolument marquer la viande de tous les côtés. Dans cette cuisson, on doit absolument concentrer les sucs et les sangs dans la viande. On ne peut pas laisser une échappatoire au sang, donc il faut le marquer. Il ne faut pas que le jus se barre dans la cuisson, comme on dit vulgairement. Voilà, c'est ça. Là, tu viens de l'emballer, Louis. Ouais. On va passer ça au four à 50 degrés. Pendant combien de temps environ? Entre 30 et 35 minutes. Donc là, il va vraiment cuire tout doucement. Il va rester rosé à l'intérieur, magnifiquement rosé. Il faut savoir que le cellophane résiste théoriquement à une température de 90 degrés dans le four. Ça permet de garder vraiment la viande en atmosphère, comme on dit. Au lieu d'avoir une sous-videuse à la maison, on n'a pas tous une sous-videuse, on le cuit comme ça, c'est une technique de cuisson exceptionnelle. On va faire quoi juste après? On va travailler quoi? Les asperges peut-être? Les asperges, la rhubarbe et puis la pomme de terre qui va accompagner. On va bosser sur l'asperge parce qu'il y a une technique de découpe qui est intéressante à voir. Nous voilà de retour dans ta cuisine. On va lancer le travail sur l'asperge, la pomme de terre et sur la rhubarbe. La rhubarbe, avant de la travailler, tu indiques dans ta recette qu'il faut la faire... On l'a fait un petit peu dégorger. Donc, alors, explique un petit peu comment ça se fait. On la découpe. Maintenant, le problème ici, c'est qu'en cette période-ci, on n'a pas de rhubarbe fraîche. Donc, on a de la rhubarbe congelée. On la découpe en brunoise, donc en dés d'un 2 cm. On la sucre légèrement et on la laisse dégorger dans un récipient. Donc, elle perd son eau, en fait. Elle perd son eau de végétation. Okay. Et à ce moment-là, au moment de la cuire, on va simplement la passer dans une poêle avec ce résidu de sucre qui se retrouvera. Et ça va légèrement caraméliser. Et donc ici, on va faire un gel aussi, une espèce de purée légèrement gélifiée qu'on va disposer sur l'assiette au moyen d'un biberon. Donc de façon à faire des points et de rappeler ce goût. C'est une technique qu'on utilise de plus en plus en cuisine. Toute la cuisine moderne travaille autour de la cuisine semi-moléculaire, je vais dire, c'est-à-dire un dérivé de la cuisine moléculaire. Sur les asperges, là c'est moi qui ai demandé quelque chose, c'est que je voulais mettre en avant la rigueur d'un restaurant comme le tien. Et parfois, quand on a une assiette qui est dressée, on voit que l'asperge, elle est juste parfaitement coupée, elle est parfaitement pelée au millimètre. Il y a des trucs aussi pour faire ça. Oui, c'est-à-dire que, donc ici, une asperge verte, en général, elle est beaucoup moins filandreuse. Et on peut soit l'éplucher, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je veux que mon légume soit épluché. Ouais. On peut soit enlever ces petites feuilles, parce que c'est quelque chose qui est qui n'est pas très agréable en bouche une fois que ce sera
cuit. On dit chez moi, ils sont TH. Et alors ce qu'on fait en restauration de luxe, parce que c'est quand même c'est un travail supplémentaire, on marque avec un petit couteau, on marque à 6 ou 7 cm la tête d'asperge. C'est ce que Louis va montrer. On fait un petit trait et puis on passe à l'économe, le restant, donc on a une partie, c'est bien net, on a la partie épluchée, elle s'arrête ric-rac à un endroit et puis on a la partie non épluchée. Cuisson à l'eau bouillante. Eau bouillante salée. Eau bouillante salée, beaucoup de sel. C'est relativement salé parce qu'il faut quand même que ça amène du goût aussi, Okay. Donc eau bouillante salée. Et les pommes de terre, tu m'as sorti un ustensile qu'on appelle un emporte-pièce, les amis. Un emporte-pièce. Et tu vas nous faire des pommes de terre. Donc ici on va les marquer, on va en faire des petits tonnelets de pommes de terre qu'on va cuire dans une casserole. On va mettre du beurre, on va mettre du fond de veau ou bien du fond blanc. On va couvrir cela, on va cuire ça de façon à ce que tous les jus à l'intérieur s'évaporent. Ça va légèrement caraméliser en dessous à la base de la pomme de terre. Donc elle sera cuite et on aura quelque chose de tout à fait moelleux. On a donc préparé pratiquement tout ce qui était, accompagnement de la garniture. Maintenant, on va s'attaquer à un vrai point de ta recette. Ce sont les croquettes que tu as fait avec les cuisses de canard. Voilà, c'est ça. Explique-nous un petit peu, si tu veux bien, quelle est ta recette à toi? Au départ, donc on colore la cuisse du canard, on colore les morceaux de carcasse de canard. Donc quoi, tu prends du beurre ou de l'huile? On prend un peu de beurre, un peu d'huile, un peu en fonction. Vous mettez ça dans une casserole, vous mouillez avec de l'eau, ou si vous avez un peu de fond de canard ou un peu de fond de veau. Ça peut fonctionner. On fait suer en même temps, on fait suer un peu d'éléments aromatiques, un morceau de carotte, un morceau de céleri, un peu d'oignon. On fait suer tout ça avec un petit peu de concentré de tomate. On singe, c'est-à-dire qu'on saupoudre avec de la farine. Ça, c'est important comme terme, vous allez souvent le trouver dans les livres de recettes. Hein. Voilà. Singer votre... donc c'est saupoudrer cette préparation avant qu'on ne la mouille. Et à ce moment-là, donc ça va apporter un liant. Ouais. Et donc on verse donc le fond ou bien l'eau. On fait confire donc toutes ces chairs et ces carcasses pendant plus ou moins 1h30, 2 heures. Ok, Voilà. 1h30, 2 heures. Une fois que c'est cuit, on va à ce moment-là prélever la carcasse, ou la cuisse selon besoin, et on va commencer à l'effilocher. Voilà, c'est ça. Donc on va prendre la carcasse, on va commencer à l'effilocher. Je vais laisser faire, Louis. Si on retrouve encore un petit peu de chair sur les morceaux de carcasse, on peut l'utiliser aussi. Et donc toutes ces chairs, donc on va les décortiquer. On va pas utiliser la peau parce que la peau en bouche, elle va pas être pochée agréable. comme ça, c'est pas très agréable. Mais donc il faut enlever toutes les chairs qui sont sur cette cuisse, et c'est ça qui va nous servir à faire l'appareil à croquettes qui va accompagner notre préparation. Donc là, il est en train il a fini d'émietter sa cuisse. Ça a été très vite, entre parenthèses. Voilà, oui, c'est ça, elle est bien cuite. La cuisson est parfaite. Voilà, oui. Le jus, on va le passer. Le jus, on va le filtrer. Tu vas t'en servir, je suppose. Et donc c'est ce qui va servir de base à notre sauce. Ok, il a tout préparé. En plus, notre ami Louis, super. Je vais le laisser travailler. Donc là, il travaille avec un chinois. Voilà. On est bien d'accord qu'on ne part pas sur le chinois en tant que tel, mais bien sur le petit ustensile ici pointu qu'on appelle un chinois. Un chinois conique. Un chinois conique. Tiens, il existe quoi d'autre comme chinois? Des chinois mousseline, qui sont des chinois beaucoup plus fins. Et que moi j'utilise pour passer ma sauce quand elle est terminée. On en apprend des choses, je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est une émission très importante pour l'apprentissage, on est dans le passage pédagogique d'un grand chef, et ça fait vraiment plaisir. Ce jus, tu vas l'utiliser pour 2 raisons, m'as-tu dit? Oui, c'est-à-dire qu'un petit peu en fonction, il faut un petit peu jouer avec les chairs de canard. Si vous avez travaillé avec du fond de veau qui est un petit peu gélatineux, qui va lier la préparation, on peut mettre ce jus brun réduit avec les cuisses de canard. D'accord. On hache les chairs de canard, bien sûr, au couteau, et puis vous réservez ça au frigo pendant certainement 2 ou 3 heures ou une nuit si vous faites ça la veille. Le temps que les collagènes
refassent leur travail voilà, et viennent recoller. bien tout recoller. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire votre croquette. Donc on va en découper, faire des petites boules ou faire des petits cubes. Panure française, panure à l'anglaise? On va paner à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on va d'abord fariner, donc la petite bille ou le petit morceau de croquette, on va le passer à la farine. Ensuite, on va le passer dans un peu de blanc d'œuf légèrement dilué, avec soit un petit peu d'huile aussi, ou avec un petit peu de sel. Et puis on la passe à la chapelure, une chapelure de pain qu'on réalise soi-même avec des croûtons. On vous montre comment on fait la croquette, on va la frire et on va vous montrer ce qu'on peut frire en plus pour égayer les assiettes. A tout de suite. Bon alors, Louis, tu as travaillé comme un forcené depuis tout à l'heure. On va maintenant expliquer un petit peu la suite avec Chef. Chef Thomas, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Donc là, c'est le jus qu'on a obtenu avec la carcasse, avec la cuisse, avec les aromates. Tout à l'heure, il y a une partie qui a servi à faire la croquette et la deuxième partie, on l'a fait réduire et on l'a fait réduire jusqu'à consistance sirupeuse d'une sauce. Alors après, on va vérifier l'assaisonnement, la saler, la poivrer. D'accord. Et puis on va la beurrer. Au fouet avec un mixeur? Non, absolument pas. Donc dès que vous mettez un élément, un fouet ou dès que vous mettez une fourchette pour remuer, ça blanchit la sauce, elle perd de sa brillance. Et Super. puis on va terminer la sauce avec la Ribeaucourt. Alors la Ribeaucourt, c'est un artisan local elzellois qui fait cet apéritif. Et j'ai trouvé que c'est quelque chose qui se mariait vraiment bien avec cette préparation de canard. Et donc c'est pour ça qu'on en a mis un petit peu dans le jus au moment de la confection, de la cuisson. Et puis ici, maintenant, on va terminer avec un petit trait de cette Ribeaucourt pour terminer la sauce. Donc là, il nous reste, si j'ai bien compris, on va réchauffer la garniture, on a remis la viande légèrement à température, mais on va la repoêler. On va la repoêler. On va la repoêler. Donc ici, pour l'envoyer, pour qu'on ait quand même un sentiment de chaud dans l'assiette, on doit absolument la repoêler. Un petit coup de chaud. Pour arriver jusqu'à 100, avec un petit peu d'huile, pour arriver jusqu'à 120, 130 degrés. Et donc à ce moment-là, on tranche et puis on commence à dresser toute nos garnitures chaudes. Okay. La petite pomme de terre bouchon, elle est chaude. Les asperges, on va les passer un tout petit peu au beurre. On va les découper aussi pour pouvoir faire un joli dressage dans l'assiette. Et puis alors, on va terminer l'assiette avec tous nos ingrédients, avec la purée de rhubarbe qu'on a obtenue, avec la rhubarbe qui a été justement sautée. Et on va saucer au dernier moment. Bon alors, chef, on arrive maintenant à la fin de votre recette. Évidemment, pendant que Louis travaille, on va le laisser travailler bien consciencieusement. Je vous rappelle qu'on est évidemment dans cette semaine Culinaria, donc n'hésitez pas à aller voir ce que c'est, ce que ça représente. Il y a de nombreux chefs qui ont préparé ces box et qui ont pris plaisir à vous préparer des recettes avec des produits locaux. Ils ont mis en avant des produits locaux, des produits régionaux, des produits de saison. Tu avais raison, cette purée tient à merveille. Donc toute cette assiette a été pensée par toi, l'équilibre du dressage également. Tous ensemble, on pense au dressage, on regarde et puis un peu en fonction des assiettes qu'on utilise aussi parce que bien souvent, quand on a des menus de dégustation, on essaye toujours d'avoir une autre assiette entre chaque plat. Ouais. Et donc les dressages sont pensés souvent pour le type d'assiette qu'on va utiliser parce qu'on a des assiettes ovales, on a des assiettes bateaux comme on appelle et on essaie d'avoir quelque chose de plus ou moins harmonieux et de façon à ce que ça donne envie aux gens de... Alors ici, on a un exemple. Alors vous allez me dire à la télé, vous allez dire « Oh là là, le canard, il est cru ». Non, il n'est pas cru les amis. Sachez que quand on cuit à basse température comme ça, la couleur intérieure reste quand même très rosée. Relativement. Eh bien, voilà. Louis est en train de faire un très très beau travail. Merci à Louis. Beaucoup de parents m'envoient des messages privés en me demandant « Mon fils veut faire de la cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ?» Pour un jeune, ce que je propose, c'est quand même avant de prendre une décision, qu'ils viennent faire un essai dans nos cuisines et qu'ils viennent un peu voir, humer l'ambiance, l'atmosphère. Et puis parce que, bon, regardez, nous autres, on travaille à 12 en cuisine chez nous, c'est une grande famille, on est tous ensemble. Ouais. Allez les voir, les gars. C'est des grands chefs, mais ils sont ouverts. Allez les voir, allez aux côtés des seconds, allez voir comment eux évoluent et apprenez ce beau métier qu'est la cuisine, car un jour ou l'autre, on sera bien content de vous avoir, vous, pour nous préparer à manger, pour être la relève. Tout à fait. Louis, mille merci pour ton travail. Bonne chance et félicitations à toi d'être le second d'un si grand chef. Chef, merci également. tous mes respects. Les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Ciao, ciao.